Bon, il y a d'autres signes qui s'accompagnent, hein. Là, ça ne veut pas dire que maintenant, quelqu'un qui est connu EMC depuis des années, certainement qu'il n'y a pas d'origine organique, pour ne pas affoler les gens. Mais dans le bilan d'évaluation, il faut une imagerie afin d'évaluer l'organe d'abord, pour parler, déjà l'évaluer, pour éliminer une organicité, mais aussi pour évaluer les conséquences d'une souffrance. S'il y a souffrance, ça se voit donc à travers les séquences bien spécifiques de l'IRM. Concernant la deuxième question, je pense qu'il y a les mieux placés pour ça. On n'a pas, parce que là on a parlé de chirurgie plus, mais en parlant de rééducation, et effectivement il y a lieu de parler de la toxine botulique. Et je pense, madame, elle est mieux placée pour parler de... Oui, d'accord. Pour la spasticité, il faut d'abord la chiffrer. C'est-à-dire quand on a un enfant qui a une paralysie cérébrale et qui vient nous dire « faites-nous l'injection de toxine ». D'abord, il faut évaluer cette spasticité. Elle doit être cotée à une cotation de 0 à 4, selon des échelles d'évaluation. Donc, quand on voit qu'elle gêne le mouvement ou bien la fonction. D'abord, quand elle gêne énormément, on toxine. Mais quand elle n'est pas très gênante, avec la mobilisation, en mobilisant, en mettant des attelles, on arrive à la gérer. Donc, elle ne gêne pas. Dans le cas où elle gêne, elle peut gêner, pour l'enfant qui est marchand, elle peut gêner la marche, donc déformer la marche. Donc, on va essayer de cibler, de coter ces muscles qui sont spastiques, les toxiner, et donc on peut améliorer cette marche si l'enfant marche mal, et même arriver à avoir une marche si l'enfant ne marchait pas, bien sûr, si le déficit n'est pas très important. Parce qu'il y a toujours la corrélation entre muscles agonistes, antagonistes, comme il a dit le docteur Hemmer. Donc il y a des muscles qui sont faibles, il y a des muscles qui sont spastiques. Des fois les muscles sont faibles parce que la spasticité elle est importante, donc ils n'arrivent pas à travailler correctement. Et quand on toxine les muscles spastiques, donc on arrive à améliorer la fonction. Donc on arrive à avoir une marche ou bien une fonction quelconque d'un segment de membres. Aussi le deuxième point que je voulais éclaircir aussi, c'est les rétractions. Si on laisse une spasticité, par exemple le membre il est comme ça, il est spastique et on ne le mobilise pas, il va se fixer dans cette position-là et on va avoir des troubles orthopédiques, des rétractions qui vont donner des troubles et qu'on doit opérer par la suite. Donc, d'où l'intérêt de traiter sa spasticité dès le début, dès qu'elle est détectée. Quand elle est, par exemple chiffrée à 2 ou à, c'est-à-dire elle est minime, qu'on arrive à mobiliser, on va juste indiquer des mouvements, des conseils pour la maman, un kinésithérapeute qui va suivre aussi ses enfants. Et donc on se limite à ça, à des mobilisations douces pour essayer de travailler dans tout le secteur articulaire et mettre des attelles, des fois on met des attelles de nuit pour éviter justement que ça ne reprend la nuit. Et quand elle est chiffrée à un stade plus avancé, là, la mobilisation ne donne rien, l'attelle ne donne rien, donc on toxine tout ça pour éviter les rétractions et pour essayer d'avoir une fonction, d'améliorer la fonction. C'est ça le but de la toxine botulinique. Et on a de très bons résultats avec la toxine, à condition qu'elle soit faite, bien sûr, avant l'installation des troubles neuro-orthopédiques et des rétractions qui sont fixées, parce que là, c'est le rôle des chirurgiens orthopédistes. Voilà. C'est bon? Merci. J'interviens juste pour la première question, madame. C'est que l'IRM, ce n'est pas, justement, certains parents demandent l'IRM. L'IRM, ce n'est pas un traitement, c'est un examen complémentaire pour faire un diagnostic. Donc, quand on fait le diagnostic d'IMC, on n'a pas besoin de chercher la cause. Mais parfois, on fait l'IRM parce que justement, on n'arrive pas à faire la part des choses entre, comme il a dit, un processus ou bien autre chose. Là, on demande l'IRM. Mais s'il s'agit d'un IMC, ce sera toujours la même conclusion. Parce que la lésion cérébrale, il y a une lésion cérébrale, elle est définitive, elle n'est pas évolutive. Ce qui restera après, c'est la cicatrice sur le cerveau. Tout le reste, c'est des conséquences. Donc, on devrait plus dépenser notre argent, pas à faire une IRM, mais à faire des examens complémentaires autres, traités, comme la toxine, comme la rééducation. Tout ça, ça coûte. Oui. Vous avez pris la parole.
أنا زوج الأول دينا واحد حنا دوك اللي كنا دورغانيزينا أشتاقيا بعدين بعد أنفا الحمد لله تيلين أميجي تيلين كاليجي pour proposition du problème initial. Voilà qui est le président de l'association des handicapés d'Atka. Donc on pose la question quelle est l'association? Exactement quelle est l'association? Parce qu'il y a des moyens de l'application et là le manque des moyens. On a le docteur Hibani qui est très bon santé, c'est bon physique, bon moral, automatiquement c'est bon social. Madame Abdelrahim de Kérigina, c'est une l'association, c'est par rapport aux handicapés ou les besoins spécifiques. La prise en charge. La prise en charge. ما ردنا حكوا اللي 100 سنه ديالنا غاد حكونا اكثر صافي ديروا ما ردنا حكوا غادي يحكونا اكثر باسكو الخدمه نسنبان حوايج لي موين الا توجور لي موين صافي تردو غالا ارتيزيك لي كيف غتخدم انا ريجيمي ينخدم كوت لا ريجي لا جوني باسيكيني سي بارابور على سونتي شاك لا كومون ساعه ان سونتر دو سونتي تهضر من تيزكلي في voilà une femme pour le cauchemar il a qu'un fâche تحي la ville on a le village où il s'est le village il est difficile pour les femmes et وكنا دخلت الكوشمو أدرها ولا أتكار جميع تخم une femme ديال الكوشمو تنبتيك موتش كان الأميزور ناتش كان السياشو في جليوث وبعد سي دوالا بارابور وين تنكس قارن Et voilà, c'est par rapport à la prison. Autant que je te dis, ça veut dire malheureusement, on a des réponses des fiscaux ou l'âge. Parce que la تحكوا la santé, nous tenons à s'acheter une parce que sur le système, on va des réponses des l'âge. C'est par rapport au système, qui est sur le kharaj, تصاغند les machines pour tuer. في ماشينين وكنا نقن نبغى سنين ذاك الساقي ذاغني وحوي ثلاث ماشينين ذاغني وكنا غتحيون ذاغني وكنا تحقون ويضني سعر شردين أعطيكم إيه لا كيستيون عدد نعاود لي زون صافي دي لي زون دي كابي كاع حوايج أنا بريزون شارج نهضر بارابور على سونتي نتفكيوني ديك صافي دير لا سونتي واش شحال سنين دينا غير باسكو المسلم بدات حوايج لي موين صحيح. Il y a en premier lieu la sage-femme ou le gynécologue, le rééducateur quand il y a un IMC, après il y a la neurochir, la chirurgie pédiatrique, ainsi de suite. C'est une prise en charge pluridisciplinaire. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour essayer de faire bouger les choses, justement créer quelque chose, un pôle pluridisciplinaire pour la prise en charge de ces enfants. Merci. Je voulais juste revenir au tout début de votre intervention où vous avez remis en cause le mot production de handicap. Excusez-moi de vous dire, mais je vais vous donner un cas de figure où une parturiente qui va, alors, faute d'organisation de soins, faute de hiérarchisation des niveaux de maternité, cette parturiente, elle va aller d'une structure à une autre pour accouchement où elle est refusée, sous prétexte qu'elle n'est pas encore au point d'accoucher. Donc cette femme, cette parturiente, elle va errer. Elle va arriver dans une structure où justement on va constater que son liquide amniotique est verdâtre et donc il faut absolument la césariser. Est-ce que vous ne pensez pas, monsieur, que nous avons été quelque part fautifs, que nous sommes aujourd'hui responsables face
à cet enfant qui va naître et qui va faire une asphyxie? Est-ce que nous n'avons pas produit, si vous voulez? Ça, c'est pas vous, parce que il faut remettre les choses dans leur contexte, parce que longtemps, nous, en tant que société civile, pour comprendre tout ça, longtemps, on a touché du doigt le professionnel de la santé, parce qu'au début, on se disait, c'est eux. C'est eux. Parce que les mamans, quand elles viennent à l'association, l'histoire revient à chaque fois autour de l'accouchement. J'ai été bien suivie pendant 9 mois, j'ai fait mes échographies, j'ai fait mes analyses, tout s'est bien passé, mais le cauchemar a commencé le jour de l'accouchement. Voilà, c'est l'histoire qui revient à chaque fois. Donc nous, pour comprendre les choses, on a frappé aux portes des maternités et on a frappé aux portes des unités de néonatologie pour comprendre la problématique. Donc, au lieu d'être derrière vous, on vous a bien compris. Donc, on a su par la suite, vous savez, à travers ce qu'on a vécu, on a fait une autopsie de la situation en périnatalité, pardon. Donc, on comprend. Mais est-ce que vous ne pensez pas, monsieur, que très, très souvent, nous sommes en train de produire. Nous sommes en train, hélas, pour tout ce qui est évitable, parce qu'on a très bien compris que très souvent, l'infirmité motrice, elle peut être inévitable. Ça, on l'a bien compris. Mais dans certaines situations, il faut, ça je le dis, on ne peut plus accepter ces situations. D'ailleurs, ce que nous voulons, ce que nous avons fait avec les parents, c'est que on les a aujourd'hui, on leur explique d'aller vers le médico-légal. C'est important parce que dans les pays européens, comment ils ont revu tout ça? Ça se passait de la même manière. C'est quand le médico-légal rattrape. C'est comme ça qu'on est revenu sur des plans périnatales. Mais quand je parle médico-légal, c'est pas vous. C'est les structures de santé, c'est le ministère. Il doit mettre les moyens. Quand on parlait des ERCF tout à l'heure, à l'étranger, c'est un ERCF par parturiente. Et c'est là où se pose le véritable problème. C'est pendant ce temps-là où quelque chose nous échappe et on arrive à cette asphyxie. Donc c'est là, c'est ensemble va falloir travailler. C'est ensemble. Sachez que nous sommes avec vous, qu'on a besoin de vous pour être soutenus dans notre démarche. Par rapport au parcours de soins, j'aurais juste voulu savoir, est-ce que ici, parce que je suis très contente de voir des neuropédiatres, des réadaptateurs et tout, c'est très intéressant de sentir que quand même il y a une ébauche d'équipe pluridisciplinaire. Comment se fait cette coordination avec, par exemple, quand l'enfant est adressé vers le neuropédiatre, est-ce que c'est vers le neurochirurgien? Est-ce qu'il y a un retour vers le neuropédiatre ou le pédiatre? Est-ce que vous avez cette organisation réelle de la pluridisciplinarité? Merci. Merci. D'abord, je vous dis, je suis entièrement d'accord avec vous, madame. Je pense que il est tout à fait clair que la situation, il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de difficultés, mais quand on parle IMC sur le plan scientifique, c'est faux de parler de production périnatale. Sur le plan scientifique, je parle. C'est qu'il y a maintenant, et je pense Dr Hami a parlé de chiffres, et peut-être dans un contexte tellement académique que le message n'a pas été perçu, mais moi je parle sur le plan scientifique. IMC, ce n'est pas que de la complication périnatale. Voilà. Maintenant, il y a le contexte algérien, je pense qu'il est bien plus pire que la situation que vous venez de décrire, hein. Malheureusement. Pour vous dire que je suis entièrement d'accord, hein, par rapport à ça, mais sur plan scientifique, moi c'est la dimension scientifique que j'ai voulu éclaircir en parlant parce que là, avec l'IRM intrafœtal qui ne se faisait pas en Algérie, le seul centre qui fait ça c'est Ain Adja maintenant, ils ont commencé à la faire
et on commence à découvrir des surprises, À 5 mois, à 6 mois, je vois des hypersignaux sur le flair et qui sont en rapport avec des lésions de démyélinisation et qui vont être la cause d'une IMC. Ça se voit maintenant avec... Mais ce n'est pas un examen accessible à tout le monde. C'est toujours maintenant dans un cadre de recherche. C'est quelqu'un qui fait une thèse sur un tel sujet. Mais il viendra le jour où peut-être elle va se généraliser. Sur le plan scientifique, il n'y a pas que de la périnatalité qui est en cause. Mais sur le contexte algérien, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. Concernant l'expérience de Béjaïa, il y a les consorts qui sont donc il y a un petit comité. Je pense qu'elles peuvent détailler plus. Voilà. On a essayé quand même de créer un staff pluridisciplinaire entre CCistes, médecins rééducateurs, neurochirurgiens, neuropédiatres. Et ça fait quand même plus de 2 ans qu'on a commencé à faire ça. Et donc, c'est les pédiatres qui nous envoient généralement les enfants pour des avis spécialisés. Donc, quand on arrive à réguler la situation en consultation, c'est simple. Mais il y a des cas où il faut discuter en équipe. S'il faut opérer, s'il faut traiter uniquement la spasticité par une kinésithérapie tout simple, s'il faut toxiner, s'il faut voir l'avis du chirurgien, du neurochirurgien, ou s'il faut un avis de neuropédiatre, parce que des fois la spasticité est associée aussi à des mouvements anormaux, ce qu'on appelle les dystonies, et ça, il faut aussi des médicaments bien précis qui sont donnés par les neuropédiatres. Donc on arrive quand même à cibler et à prendre en charge correctement les choses. Voilà. Pardonnez-moi de reprendre la parole. Je pense que la responsabilité d'un camp, dans le message de tout à l'heure, qui apparemment n'était pas bien transmis et véhiculé. Parce que, voilà, du moins, quand on m'avait sollicité pour prendre part à la manifestation d'aujourd'hui, j'avais demandé quelle était la nature de l'auditoire auquel j'allais faire face pour essayer soit de vulgariser au maximum la communication ou pas. Bon. J'aurais peut-être dû me préparer une autre alternative pour essayer de faciliter au mieux le message que je voulais véhiculer. Parce qu'indépendamment du fait que l'infirmité motrice cérébrale, qui est la thématique majeure de ces journées, je ne vais pas dire qu'elle ne me concerne pas directement, mais c'est une pathologie qu'à titre personnel dans ma pratique quotidienne, je ne vois pas. Une fois que l'enfant est né, il est sous la responsabilité du pédiatre néonatologiste et ensuite pris en charge par une équipe multidisciplinaire par la suite quand les lésions sont confirmées. Mais mon axe d'intervention devait automatiquement s'articuler sur cette caractéristique de raccourci un petit peu tendancieux qui est fait entre la relation de cause à effet d'une asphyxie périnatale et le développement de toutes les paralysées cérébrales. Alors que, je l'ai rappelé, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des sociétés savantes, des organismes qui font des études avec toutes les qualités méthodologiques, statistiques, épidémiologiques nécessaires, qui disent que la paralysie cérébrale, ou bien du moins l'encéphalopathie néonatale, est imputable à une asphyxie périnatale dans 15 à 25% des cas. Et si on devait déterminer les frontières claires et précises d'une définition en rapport avec l'IMC, on réduit ce chiffre à peine 10% d'asphyxie périnatale. C'est pour ça que votre appel, votre exhortation à aller vers le médico-légal, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que le fait d'exhorter au médico-légal n'arrangera pas les choses. Vous allez juste sacrifier, au nom d'une défaillance générale d'un système de santé que nous connaissons tous, des boucs émissaires qui ont été très facilement identifiés, qui seront les obstétriciens. On en parlait tout à l'heure durant la pause déjeuner. On avait avancé ce chiffre du nombre de gynécologues à l'échelle nationale qui travaillaient dans le secteur public et combien étaient ailleurs, du moins dans le secteur privé. Vous avez à peine 15% de gynécologues qui ont choisi de se pérenniser au niveau du secteur public. Et donc j'en fais partie.
Et on va dire que sur les 15%, la grande majorité subit l'obligation, voire la coercition du service civil. Parce qu'indépendamment de ça, sinon ils seraient tous partis. Et cette hémorragie s'explique, entre autres, par la disproportion de situations de jurisprudence et de médico-légale qui règnent au sein de notre discipline. Ce que vous devez comprendre, donc je l'ai dit tout à l'heure, mon expérience personnelle plaiderait plutôt en ma faveur. C'est que moi j'ai connu cette problématique de la mortalité périnatale, des problématiques, des complications de suite de couches, à la fois en tant que praticien, mais également en tant que personne, soit dans mon entourage le plus proche. Et je vous le dis, rien n'est fait de façon volontaire pour produire, pour reprendre cette expression, des infirmes moteurs cérébraux. J'ai parlé tout à l'heure d'aliénation intellectuelle, parce qu'on ne sait plus où se situer en ce que nous recommandent les sociétés savantes et ce qu'on peut mettre en application sur le terrain très concrètement. Il y a le même phénomène qui est subi un petit peu par le citoyen lambda, c'est ce qu'on appelle l'aliénation culturelle, c'est-à-dire entre ce qu'on peut voir à la télévision, parce que maintenant il y a beaucoup de séries documentaires réalistes sur les maternités en France et ailleurs. Oui, j'aimerais bien travailler dans les mêmes conditions, c'est-à-dire pouvoir offrir un lit individuel pour chaque parturiente avec une salle de travail individuelle, un monitoring continu, c'est-à-dire une parturiente qui est branchée à un scope pour ce qui est de ses paramètres biologiques à elle, et un électrocardiotocographe pour ce qui est des paramètres fœtaux, et ceci on continue avec la présence de la famille, du moins du premier ayant droit qui est le mari et le conjoint, pour que tout ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions qui soient. Mais la réalité du terrain est tout autre. L'Algérie de 2017, parce que j'en parlais, et là je vais tenir un discours un petit peu politique, n'a jamais, et je le dis tout à l'heure au Dr Heimer, on discutait en aparté, malheureusement n'a jamais réussi le pari audacieux de pouvoir ériger des structures, de multiplier du moins les structures hospitalières pour qu'elles puissent accompagner la croissance démographique. Vous passez en 10-20 ans d'une population qui était chiffrée à un nombre déterminé, qui s'est peut-être décuplé, voire centuplé en quelques années, alors que les infrastructures hospitalières n'ont jamais suivi. Puisque vous êtes sur la région d'Alger, les 4 grands CHU d'Alger restent au jour d'aujourd'hui les 4 grands CHU qui ont été hérités de l'époque coloniale. Le CHU de Bnimstous, c'est un hôpital français, Bab el Oued, Parné et Mustapha, n'est-ce pas? À Tizi Ouzou, c'est la même chose. À Béjaïa, je ne sais pas quand est-ce qu'on remonte à la construction de l'hôpital, mais je pense que c'est aussi ancien que les exemples que j'ai cités dans les autres wilayas. Donc vous comprenez qu'il est difficile de pouvoir adapter une sorte de médecine à la carte en fonction de chaque personnalité, de chaque cas. Donc on essaye de faire au mieux, selon les conditions que nous avons et qui sont réelles sur le terrain. Nos maternités sont malheureusement débordées et vous l'avez si bien expliqué que parfois les parturientes arrivent difficilement à trouver une domiciliation pour une prise en charge de qualité et efficiente. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en parallèle? Si ces patientes, la problématique à laquelle sont soumis les professionnels de la santé surtout, je parle des maternités parce que c'est la discipline qui me concerne, vous avez un taux d'occupation qui frôle souvent les 150 à 200%. C'est-à-dire que vous avez 2 parturientes, voire 3 par lit. Qu'est-ce que vous devez faire devant cette situation? Une fois que vous avez occupé 100% des lits, vous dites que vous ne prenez plus personne. La patiente qui vient de Adkar à 2 h du matin, où est-ce qu'elle va aller? Sachant que généralement, les grandes maternités dans toutes les wilayas, comme c'est le cas à Terga ou Zemour, c'est ce qu'on appelle le terminus. C'est-à-dire que si elle ne trouve pas de domiciliation au niveau de cette maternité, elle n'a pas d'autre alternative. Même dans le privé, des fois, il y a des situations rédhibitoires qui ne peuvent pas être gérées par le secteur privé, parce que la pathologie est trop lourde, parce que c'est une grande prématurité et autre chose. Je vous rejoins sur un pas, la hiérarchisation des maternités. C'est ce que nous sommes en train de faire. À Terga ou Zemour, on peut dire que nous sommes une maternité quasiment de niveau 3, dans la mesure où nous disposons d'une unité de grossesse à haut risque, il y a une unité de réanimation, il y a une unité de néonatologie qui s'occupe des prématurés. Et l'effort doit être consenti dans le sens où on doit essayer d'améliorer ces conditions-là. Vous avez fait
mené un combat de longue haleine qui a duré plus d'une décennie pour essayer de diriger une structure qui était inexistante et qui n'a pas d'égal à l'échelle nationale. Voilà, la problématique est que pourquoi on n'a pas compris bien avant votre démarche que ce genre de structure avait une place prépondérante dans le paysage de la santé algérienne. Et pourquoi il a fallu un effort de plus de 10 ans. De la même manière, est-ce qu'on pourrait multiplier les maternités en les pourvoyant des moyens matériels adéquats, mais également de la ressource humaine qui va avec. Parce que c'est une autre version du problème. Il ne s'agit pas d'affirmer des choses ou bien de les lancer à volant comme ça, mais il faudra les mettre en pratique. Et ça, c'est compliqué. Voilà, donc dire qu'il faut aller vers le médico-légal, je préférerais un petit peu tempérer vos ardeurs dans ce sens, parce que ça n'arrangera pas la situation. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus judicieux. Ça ne ferait que, on va dire, qu'envenimer les choses, parce que dans un avenir proche, vous allez voir cette spécialité complètement désertée. Et vous ne trouverez peut-être plus de professionnels de la santé. On voit se multiplier les cas à travers le pays. Déjà qu'il y a une politique de diabolisation de la corporation médicale, je ne pense pas que ce soit le moment le plus opportun pour ajouter un petit peu d'huile sur le feu. Zulf Lewen. Je suis un parent, je suis de la commune de Tamrist, la daïra de Soukhaltni. C'est pour la première fois que j'assiste à cet événement. Je voulais juste revenir sur la toxine, parce que là, j'ai un enfant, il a 17 ans, il est un EMC. Il a été hospitalisé à l'hôpital de Ben Aknoun les premiers temps, à l'âge de 2 ans, etc. Bon, la toxine était quelque part interdite, je crois. Mais là, le ministère a donné feu vert pour la toxine, etc. Donc, est-ce que la toxine pour quelqu'un EMC qui a l'âge de 17 ans actuellement, est-ce que si on fait la toxine, le vaccin de toxine, est-ce qu'on ne va pas se retrouver le sens inverse, à la case départ? Est-ce qu'il ne va pas laisser les séquelles? Est-ce qu'on ne va pas perdre tout ce qu'on a gagné déjà, les efforts qu'on a faits? Voilà, c'est à peu près... j'ai peur, par exemple. Personnellement, j'ai peur de perdre, parce que c'était à l'état une planche. Là, il est rentré tout seul, Dieu merci, et ainsi aux médecins et les associations. J'ai peur de faire de la toxine botulique pour mon fils, de perdre tout ce que j'ai réalisé, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, merci. Je vous en prie, vous avez entièrement raison de dire ça, parce qu'il faut d'abord examiner cet enfant. On doit le réexaminer, voir vraiment s'il a une spasticité qui le gêne. S'il n'a pas de spasticité qui le gêne, pourquoi voulez-vous qu'on aille vers la toxine? C'est ça, parce que la spasticité peut ne pas être gênante. D'accord? Il faut l'examiner. Il faut l'examiner. Et donc, si elle n'est pas très gênante, donc, parce que si elle est cotée, par exemple, à 2 ou à... Si on toxine, on va encore affaiblir. Et donc, vous allez perdre ce que vous avez gagné. Et c'est pour cela qu'il faut la chiffrer. Il y a des médecins, des collègues qui nous envoient des enfants qui ont une petite spasticité des doigts, alors que les articulations sont libres, les mouvements se font normalement. Donc, je dis, il n'y a pas de nécessité de toxine. Parce que sinon, vous allez affaiblir encore votre membre. Donc, il vaut mieux continuer à faire de la rééducation et du renforcement. Et c'est ça, c'est un peu le cas de votre enfant. Il faut d'abord, je ne veux pas dire actuellement s'il nécessite ou non, parce qu'il faut que il faut l'examiner, faire un bilan de la spasticité, un bilan moteur et un bilan de la marche, de la fonction. Si vraiment je vois que la spasticité le gêne quelque part, soit dans la fonction du membre supérieur, soit dans la marche, là, on peut dire, on doit indiquer cette toxine. D'accord? Donc, avant toute chose, il faut d'abord réévaluer
et refaire un examen neurologique. D'accord? Voilà, merci. Oui, et moi, c'est pour réagir donc, à ce qu'a dit le docteur Yassef. Comme l'a dit le docteur Hamid, moi, je pense que pour ces histoires de médico-légal, il faut quand même tempérer. Il est vrai que ça ne règle pas le problème. Mais pour que vous partez tranquille par rapport à ce qui se passe à Béjaïa, moi, je peux vous dire que... D'ailleurs, j'ai noté tout à l'heure, quand le docteur Hamid avait présenté le RCF, je l'ai saisi au vol et j'ai dit, le prochain séminaire des sages-femmes, ce sera toutes les sages-femmes de la wilaya, c'est toi qui vas l'animer par rapport à l'ERCF. Parce que comme je l'ai dit, il y a des maternités rurales qui ont des ERCF non utilisés. Et c'est dommage pour les femmes. Donc il est vrai que par rapport à la prise en charge de ces patients, il y a un noyau qui s'est constitué. Et je salue donc l'effort du docteur Mohoubi, docteur Zioud et donc tous les neurochirurgiens qui interviennent. D'ailleurs, ils sont en train de constituer une équipe donc, de kinés, d'ergothérapeutes, enfin toutes les disciplines pour essayer d'encadrer au mieux ces enfants. Et je suis persuadé qu'ils nous réservent ils sont discrets, ils travaillent discrètement, mais je sais qu'ils nous réservent une surprise pour 2018 pour tous ces enfants. Je suis persuadé. Ils ont été même jusqu'à sélectionner des patients et faire venir une grosse pointure de la chirurgie de l'enfant de Saint-Étienne, donc pour opérer, je pense, 4 ou 5 malades qui ne pouvaient pas être opérés de toutes les façons sur le territoire national. Donc l'effort consenti par l'équipe, je suis persuadé qu'il va porter ses fruits. Et vous pouvez partir tranquille de Béjaïa. Les choses avancent. Je voudrais, on constate qu'il y a un peu de confusion, je dirais organisée. Dans quel sens il y a de la confusion organisée? C'est que chacun essaie de faire de son mieux dans son secteur d'activité, dans le secteur de la santé, et malheureusement, il n'y a pas de coordination entre les divers secteurs. On a peut-être un plan cancer, on a peut-être un plan sur la prise en charge du cancer de la prostate, mais on n'a pas de politique de santé, malheureusement. La question qui est importante, je m'adresse donc déjà aux professionnels de santé et à la société civile, s'il ne serait pas possible de se mettre ensemble pour essayer de réfléchir sur une politique de santé, voir quels sont les besoins de la population et quelles sont les priorités à mettre en place. Parce que moi, ça me paraît quand même bizarre. Je vois des recommandations internationales, en l'occurrence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Partout, il y a des plans santé, sauf en Algérie. Partout, il y a des plans santé, sauf dans notre pays. Je suis un professionnel de santé, ça m'a toujours sidéré. On essaie, tant bien que mal, chacun dans son secteur, d'essayer de faire un travail, mais malheureusement, par manque de coordination peut-être, parce qu'il n'y a pas une entité, le ministère de la Santé en l'occurrence, qui est chargé, chapeauter tout ça, pour coordonner un peu le travail, quelles sont les priorités, mettre en lien les divers professionnels de la santé, et enfin obtenir des résultats concrets. On aboutit aux résultats, il y a 4 CHU qui datent de l'indépendance. 50 ans plus tard, on en est toujours à ce niveau, c'est pas normal, parce qu'il y a un problème de planification. Et la question donc s'adresse un peu aux professionnels de la santé et à la société civile, si on ne pourrait pas essayer de pousser les choses pour essayer de mettre en place, lancer au moins la réflexion avec, bien sûr ça relève des pouvoirs publics, avec les pouvoirs publics sur la mise en place d'un plan santé. Une politique sanitaire. Le plan périnatalité qui est aujourd'hui conduit par le professeur Le Ben, et donc qui est le référent par rapport à ce plan pour le ministère de la Santé. Et donc il y a des commissions. Et nous, dans le cadre de ce projet que nous mettons en œuvre avec le ministère de la Santé, on a proposé de mettre en place une commission de concertation. Une commission de concertation, donc avec les professionnels de la petite enfance,
D'accord? Donc on a commencé par Alger et Oran et on s'est dit on va élargir. Ce comité aura pour objectif de réfléchir sur comment améliorer et toutes les propositions vont nourrir un peu le comité de périnatalité. Donc ça c'est important qu'il y ait une bonne représentativité parce qu'ils ont créé des comités Est, Ouest, Centre. Donc je ne sais pas, est-ce que vous, en tant que professionnel au niveau des hôpitaux, parce qu'il ne faut pas aller vers les chefs de service, mais même les plus jeunes, les professionnels, ce sont eux qui apportent, qui sont sur le terrain directement et ce sont eux qui font bouger les choses. Donc du coup, nous, avec le plan périnatalité, on a proposé au ministère de la Santé de créer ce comité de concertation. Donc de là, on va inviter, donc qui va se tenir ce mercredi prochain, Inch'Allah. Et donc du coup, on a invité des obstétriciens, des néonates pour discuter de la problématique. On a invité des gens d'Oran parce que dans le projet, Oran est ciblé. Et après, on va essayer d'élargir vers les autres wilayas. Et je pense que c'est la seule manière. Quand je parlais du médico-légal, je ne touchais pas du doigt le professionnel. Croyez-moi, monsieur, je sais que vous êtes tout aussi fatigué de cette situation et vous êtes obligé de faire avec. Mais je pense que s'il y a manière d'ester en justice le ministère de la Santé, parce qu'il faut une amélioration, il faut une véritable politique. Quand on parle des coûts de la prise en charge, faisons en sorte à ce qu'on mette l'argent dans la prévention. Et donc, on mette cet argent dans d'abord le personnel, un personnel réduit. On n'a pas beaucoup de personnel qui est affecté, que ça soit au niveau des maternités, que ça soit au niveau des unités de néonatologie, et puis les moyens, le matériel. Et vous avez besoin de matériel pour bien travailler. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une volonté humaine aussi d'aller vers cette collaboration, cette véritable équipe pluridisciplinaire. La concertation entre obstétriciens et néonates, c'est important d'être dans l'anticipation. Une femme qui est en GHR, qui risque d'accoucher prématurément, il faut déjà avoir une idée, avoir discuté avec le néonate pour dire voilà, fort possible qu'on fasse sortir ce bébé dans une semaine, prévoyez une couveuse. C'est ça, être dans l'anticipation. C'est vrai, c'est pas utopique, on peut réaliser. C'est vrai qu'il faut de la bonne volonté, mais il faudrait aussi que le ministère de la Santé s'implique. Voilà. J'ajoute juste quelque chose. Il faut juste essayer, j'ajoute un peu quelque chose, de réfléchir sur nos pratiques. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les pratiques, c'est-à-dire comment est organisé le travail, comment... Parce que nous avons fait beaucoup dans le projet que Dr Yassef est chef de projet, j'ai eu à assister à un professionnel qui est de Santé Sud, qui est venu un peu apprendre, échanger, je vais dire échanger avec nos professionnels sur les techniques de réanimation d'un bébé. Et comme il y avait des professionnels de différents services, je vous assure, on a mis le pied dedans, on apprend plein de choses, des bonnes, je ne vais pas vous... C'est que l'appareil pour réanimer, la sage-femme se plaignait qu'il était dans des choses très simples, qui étaient dans une armoire fermée à clé, qu'il fallait appeler le médecin rééducateur pour avoir accès à cet appareil de réanimation. Donc, comment faire pour que même la sage-femme, tout de suite, elle qui accueille ce bébé, puisse savoir comment le réanimer et puisse avoir l'appareil de réanimation à sa portée. Voilà. Anna, je voudrais surtout insister sur le problème de communication. En Algérie, on ne communique pas bien et on communique mal.
par exemple, en revenant à la toxine botulique, donc c'est vrai, c'est un produit très cher, et il n'est pas disponible tout le temps. Donc dès qu'un parent d'IMC entend que la toxine elle est indiquée, donc c'est tout le monde qui court, voilà, je voudrais avoir un rendez-vous pour faire la toxine, alors que les indications elles sont très très claires là-dessus. Il y a aussi, je voudrais aussi revenir à la communication entre le médecin et la maman. Donc au moment de l'annonce de l'accouchement, c'est en général, c'est là que commence le problème. Si le thérapeute déjà hausse le ton et dit que c'est grave et tout, ça y est, c'est la catastrophe. On sait que l'IMC, et heureusement, c'est une pathologie qui n'est pas évolutive dans ce cas, donc il y a beaucoup de choses à faire et il y a quand même des réponses et des solutions. Donc le problème dans tout ça, on sait que l'infirmité motrice c'est une lésion cicatricielle, donc ça ne va pas guérir, mais ça va donner en travaillant, il y a beaucoup de résultats. Et là, justement, les parents, il faut qu'ils s'arment de patience, il faut qu'ils travaillent et il ne faut pas qu'ils tiennent compte uniquement de ce qu'on dit là et là. Voilà. Pardon, pour la toxine botulique, je vais juste faire une petite remarque. Je m'excuse auprès des parents des malades, bien sûr, pour ce que je vais dire, mais malheureusement, nous, les Algériens, la plupart d'entre nous, on sait tout faire. Alors le parent du malade, quand il tombe sur un bon médecin, qui lui dit ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire il a un médecin qui lui donne un diagnostic, il a un rééducateur, même si son enfant n'arrive pas à avoir sa séance de rééducation tous les jours, mais il lui explique quoi faire à la maison, c'est tout ce qu'il peut faire. Donc il n'indique pas la toxine botulique. Les parents ne l'acceptent pas. Pour eux, c'est la solution magique. Donc il y a déjà pas confiance, il n'y a pas de confiance entre le parent et le médecin. C'est vrai ou pas, monsieur? Vous n'acceptez pas toujours qu'on vous dise votre enfant, c'est quelque chose de définitif. Tout ce qu'on peut faire pour lui, c'est d'améliorer sa qualité de vie, d'éviter d'aller par plus grave. C'est vrai ou pas? D'accord. Donc je réponds à la première question. La toxine botulique, c'est pas pour tout le monde, comme l'a dit Dr Zioun. Donc il faudra que ce soit le médecin qui la prescrive, il faudra que le parent l'accepte. À partir de là, les parents, ils ne vont pas courir après cette toxine dès qu'il y a un lot qui arrive à l'hôpital. Ils attendront le coup de fil du médecin. Parce que si leur enfant il est répertorié comme ayant besoin de cette toxine, le médecin, c'est ce qu'on fait d'ailleurs à la consultation pluridisciplinaire, Dr Zioud a établi un programme, les enfants ils sont répertoriés et c'est elle qui appelle les parents. C'est vrai, n'est-ce pas? D'accord, merci. Bonjour tout le monde, je suis psychologue à l'hôpital de Sétif, hôpital de rassemblement, hôpital de rééducation fonctionnelle. C'est juste par rapport à la problématique de la relation médecin-malade et surtout au moment du diagnostic. Le docteur tout à l'heure, il a mentionné cette franchise qu'on doit affronter le parent. Moi je pense, à mon avis en tant que psychologue, c'est un moment très critique quand on annonce aux parents que votre enfant il reste comme ça, il ne marchera pas et les choses vont s'aggraver. Moi je pense même actuellement, et dans les, comment dirais-je, j'ai lu un article il y a quelques jours que Dr Sadou me l'a donné, dans les pays occidentaux, ils ont même tiré et supprimé le mot de prise en charge. Actuellement, on parle de partenariat entre parents et toute l'équipe soignante. Pourquoi prise en charge? Quand on parle de prise en charge, ça veut dire qu'il y a des signes de morbidité, des signes de qui est malade, qui ne guérit pas, et ainsi de suite. Mais ils ont pensé que cet enfant qui est en situation de handicap et non pas handicapé peut quand même, avec ses potentialités, avec ses capacités, peut les développer au fur et à mesure et sera un enfant, je dirais, très normal. Et d'ailleurs, on a vu des cas d'IMC qui sont des enseignants à l'université et qui ont fait des projets professionnels très remarquables. C'est juste, je voulais mentionner cette franchise qu'on doit faire attention et je vous remercie. C'est vrai que je veux
faire une petite remarque. Actuellement, c'est vrai, en Europe, on parle de projet. Un enfant qui a une paralysie cérébrale, par exemple, c'est un projet. Donc, projet médical, projet thérapeutique. Donc, il doit y avoir l'association médicale et paramédicale. Un projet éducatif pour sa scolarité, donc et son éducation, et un projet social, donc le suivi familial, etc. Donc, c'est un véritable projet. Donc, on ne parle pas vraiment de prise en charge qui peut aboutir à un résultat où on est satisfait ou non. Donc, je pense que s'il y a d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer. Oui, actuellement, c'est-à-dire on parle pas, généralement on ne parle pas de prise en charge, on parle de projet détaillage. On sait un peu détailler, c'est-à-dire prendre l'enfant comme tel qu'il est, et puis on va mesurer, suivre l'évaluation et tout ce qui s'ensuit. Après, on essaie un peu de faire une durée où on veut arriver avec cet enfant. Donc le projet détaillage, il me semble que c'est très important. Oui. C'est ce qui est retenu actuellement. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clôturer. Donc, merci pour votre attention. Et je pense que c'est demain, c'est ça? Voilà. Demain 9h. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Allez, merci.